m'appelle désormais Didi Poré parce que cette journée est aussi faite en partenariat avec le Mouvement français pour le planning familial. Didi Poré, donc historienne et archiviste et membre du bureau confédéral du planning familial, qui nous propose un point sur les enjeux actuels autour de l'avortement. Et donc ensuite, on pourra évidemment débattre de tout ça ensemble. Bonjour à tous et à toutes. Je remercie l'association Mnemosyne pour son invitation. Je suis vraiment très contente de pouvoir parler devant vous aujourd'hui. Évidemment, j'avais prévu une petite introduction sur le premier anniversaire de la suspension de l'arrêt Roe versus Wade, mais nous venons d'en entendre parler. Ce que je peux garder, c'est que 2023, c'est aussi l'anniversaire des 50 ans de l'ACT et des 50 ans de l'implication revendiquée du planning familial dans la lutte pour le droit à l'avortement. Et je vais y revenir. Je vais parler de plusieurs places. J'exerce la profession d'archiviste, plutôt sur le domaine des archives contemporaines. Je suis chercheuse en histoire et plus particulièrement sur l'histoire des mobilisations féministes à Rennes sur la période 1965-1985. Et je suis aussi militante au planning familial. Au quotidien, mon association départementale, c'est l'association départementale des Côtes d'Armor, et je milite aussi au niveau national du planning. Et peut-être ce qui synthétise tout ça, c'est ma participation au groupe archives du planning familial, dont les projets sont présentés dans l'ouvrage Les féministes et leurs archives, qui est paru très récemment. Donc je vais mélanger passé d'analyse scientifique à des réflexions militantes. Je vous fais entièrement confiance pour savoir d'où je parle quand je m'exprimerai. Alors, quelques informations sur le planning familial. Qu'est-ce que c'est? Donc, le planning familial, c'est une association féministe d'éducation populaire qui agit notamment dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Le planning familial, c'est une association de terrain, et c'est à partir de ce terrain que le mouvement, c'est comme ça aussi qu'on s'appelle le mouvement, construit son plaidoyer. On a un fonctionnement en confédération. Je le précise parce que quand on s'intéresse à l'histoire du planning, c'est important d'avoir cette donnée en tête pour bien comprendre notre fonctionnement. J'y reviendrai plus tard. C'est pas parce qu'il y a une décision au niveau national du planning sur une thématique de plaidoyer qu'elle est forcément portée localement, et de même que localement, il peut y avoir des prises de position qui ne sont pas portées au niveau national. Et donc, les 89 associations départementales du planning familial, que ce soit en Hexagone ou dans les Drômes, sont autonomes, et nous sommes réunis par un texte de congrès et des statuts communs, mais des statuts qui laissent une relative autonomie. Donc le planning familial, on le connaît d'abord sous le nom de Maternité Heureuse, une association créée en 1956, et donc le changement de nom en 1960, et donc le planning là fête ses 67 ans. Ce qu'on voit sur ces différents chiffres, c'est que en bas, là, pourquoi vient-on au planning familial? On y vient encore, c'est assez stable que venir au planning pour des questions d'IVG et d'accès à l'avortement, voilà, on y vient en priorité pour ça, un peu devant d'autres thématiques, et notamment la contraception en deuxième. Donc ça donne aussi un indicateur du rôle et de la place du planning sur la question de l'avortement. Ce que je peux partager aussi avec vous, c'est que le planning en interne, il connaît vraiment mal son histoire. Alors j'ai quand même été agréablement surprise dernièrement, la chroniqueuse et humoriste Marine Bausson a fait une chronique, elle est aussi militante du planning, et elle a fait une chronique sur Marie-André Lagroix-Veil-Allais en expliquant que celle-ci n'était pas particulièrement favorable à l'avortement. Donc je me suis dit, donc tout ce qu'on peut faire passer comme message à l'intérieur du mouvement sur son histoire, et notamment à partir de tes travaux, Bibia, ça commence à rentrer, mais c'est quand même assez minoritaire. Globalement, les militantes et les militants ne connaissent pas très bien l'histoire du mouvement, et pourtant le planning familial est un objet étudié
Alors on le voit là. À la fois, on a nos productions propres sur notre histoire, et puis aussi des productions de chercheurs et de chercheuses. Alors justement, on voit ici Marie-Andrée Lagroix-Veil-Allais, la fondatrice du planning familial ici. Et puis là, c'est Simone If, une autre présidente du mouvement. Si le planning familial est aujourd'hui un des acteurs majeurs en France de la défense de l'avortement et de la poursuite de la conquête du droit à l'avortement, il ne l'a pas toujours été. Et c'est ça que notamment les militantes et les militants du planning ne connaissent pas forcément. Dans les années 1960, tout l'argumentaire du planning pour le plaidoyer pour l'accès à la contraception reposait en fait sur un refus de l'avortement, en disant que la contraception allait permettre d'y mettre fin, donc à l'avortement qui était alors illégal, réprimé et aussi meurtrier. Et d'ailleurs, Marie-Andrée Lagroix-Veil-Allais, la présidente fondatrice, elle a quitté le mouvement en 1967 en expliquant que ce pourquoi elle s'était impliquée et ce pourquoi elle avait fondé le planning, et elle estimait que ça y est, le mouvement y était parvenu. Puis je vous ai mis aussi, parce que ça m'avait fait sourire, une photo d'une de ses signatures où elle signe le président. Et je me dis que là aussi, le planning familial et d'autres associations ont bien changé. La bascule du planning sur la question de l'avortement, elle s'est produite en 1973, donc au printemps, Simone If, qu'on voit là, elle rejoint le MLAC, et en juin, elle devient présidente du planning familial lors du congrès du mouvement. Elle est la première présidente de l'association à ne pas être médecin. Elle est, selon la terminologie de l'époque, hôtesse d'accueil. Aujourd'hui, on dirait conseillère conjugale et familiale. Et c'est à ce moment-là que le planning prend officiellement, à son niveau national, une position de soutien au droit à l'avortement. Et puis je vous ai mis aussi en vis-à-vis deux affiches très différentes de l'époque. On voit l'évolution à travers ces deux affiches du planning familial, donc plutôt une association centrée sur la maternité, le couple, la famille, avoir une famille heureuse. Et puis une décennie plus tard, les femmes en avant, avec des revendications très claires sur la contraception et l'avortement. Donc le niveau national du planning, il s'est prononcé pour le droit à l'avortement en 1973, et on peut se poser la question, et dans le reste du mouvement. Comme je disais, on connaît assez bien l'histoire nationale du planning, mais celle des associations départementales, elle l'est beaucoup moins. Et comme je vous disais, le fonctionnement en confédération fait que ce n'est pas parce qu'une position est décidée au niveau national qu'elle est suivie localement. Ça vaut pour aujourd'hui, ça vaut pour le passé. Alors, grâce à l'état actuel des recherches, on sait que plusieurs associations départementales, au début des années 1970, n'ont pas suivi le positionnement national. C'est le cas notamment de l'association départementale que j'ai étudiée, celle de l'Ille-et-Vilaine. On a d'autres pistes, d'autres informations, mais on n'a pas d'idée aujourd'hui du rapport de force, en fait. On ne peut pas dire si c'était quelques associations départementales qui n'ont pas suivi le positionnement national ou si c'était plus massif que ça. Donc vraiment, j'en profite pour faire un appel. Il y a encore beaucoup de sujets de recherche. Voilà, l'histoire du planning n'est vraiment pas encore assez connue dans son détail. Et le groupe Archives tient à disposition des chercheurs et des chercheuses un fichier dans lequel on a recensé où peuvent se trouver les archives des différentes associations départementales, vraiment pour faciliter le travail. Et on le fournit bien volontiers. Ce que je voulais dire de cette conquête du droit à l'avortement, c'est que c'est vraiment une conquête pas à pas. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des dates, mais là, on a la chronologie. D'ailleurs, ça aurait été intéressant de la mettre en parallèle avec la chronologie états-unienne. La loi Veil, la loi sur l'avortement, c'est déjà une victoire, mais elle est jugée déjà à l'époque largement insuffisante. Donc ensuite, il y a une mobilisation constante
pour obtenir des aménagements et des améliorations concrètes de la loi. Donc déjà en 1979, date vraiment très très importante. C'est vrai qu'on est focalisé sur 1975 et le vote définitif de la loi c'est 1979. Donc selon les points de vue qu'on peut avoir, on peut se dire que bon, finalement c'est peut-être cette date-là qui est la plus importante, ou au moins elle est autant importante que 1975. 1982 c'est le remboursement. Donc vous voyez ainsi de suite, on conquiert, les mobilisations féministes conquièrent petit à petit des améliorations de la loi, jusqu'à une prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Et très dernièrement, là, il y a un peu plus d'un an, un nouvel allongement du délai de 12 à 14 semaines, avec aussi le souhait de laisser plus de place aux sages-femmes. Par contre, le principe de la clause de conscience pour les médecins, lui, il a été conservé. Au fur et à mesure du temps, il y a aussi moins de misérabilisme dans les formulations, il y a une suppression de la notion de détresse, et il y a plus de place pour la décision des personnes avec la suppression du délai de réflexion. C'est aussi plus facile pour les mineurs, enfin, un peu plus de 20 ans, d'avoir accès à l'avortement. Donc c'est une conquête pas à pas, mais c'est aussi une conquête inachevée. Si le planning c'est un acteur majeur aujourd'hui de la défense du droit à l'avortement et de la poursuite de sa conquête, c'est pas du tout le seul acteur. Et il y a des différences de plaidoyer, des différences de revendications aujourd'hui entre les acteurs et les actrices. Au planning, on revendique la suppression totale du délai de recours à l'IVG. Donc on est vraiment au plus fort. Ce n'est pas le cas de tous les acteurs, que ce soit d'ailleurs des personnalités ou des associations. Peut-être dans une perspective réaliste, en tout cas qu'on espère un peu plus réaliste, on a un positionnement sur un allongement des délais au moins à 24 semaines d'aménorrhée, qui est l'allongement le plus long en Europe. Donc ça, ce serait déjà une première étape. On continue de se mobiliser sur la lutte contre la stigmatisation de l'avortement en demandant la suppression de la double clause de conscience pour les médecins. Au planning familial aussi, on agit pour la diffusion d'informations fiables et vérifiées, et notamment pour que sur Internet, les sites officiels arrivent en premier dans les recherches avant les sites des anti-choix qui sont très, très trompeurs, y compris pour les personnes un peu expertes et un peu au courant sur les questions d'avortement. Enfin, vraiment, il y a de quoi s'y tromper. On se mobilise aussi pour un choix réel pour que les femmes puissent avoir accès à la méthode d'avortement de leur choix. Aujourd'hui, il y a deux méthodes possibles, la méthode médicamenteuse et puis la méthode chirurgicale par aspiration. Mais du fait du manque de moyens dans les hôpitaux, il peut y avoir une pression pour les femmes enceintes de moins de 8 semaines pour que... Alors, elles peuvent avoir accès à la méthode médicamenteuse, mais pour qu'en fait, on leur propose que cette méthode-là, alors qu'elles peuvent aussi avoir accès à la méthode par aspiration. Et une deuxième négociation, c'est avec anesthésie locale ou générale sur la méthode chirurgicale. Donc ça se place aussi là, dans ce quotidien-là et dans cette expérience concrète-là, l'accès à l'avortement. C'est aussi avoir le choix de la méthode, et c'est aussi accompagner les femmes, accompagner les personnes susceptibles d'avoir besoin d'avorter, à se préparer à ça, à se préparer à d'éventuelles négociations. Donc c'est une conquête pas à pas, une conquête inachevée, et c'est aussi une conquête fragile et menacée. J'ai commencé à l'aborder. Bon, il y a la loi, il faut se battre pour la loi, il y a eu des victoires, des vraies conquêtes. Il y a aussi la question des moyens. Donc j'ai commencé à l'évoquer un peu à travers le fait d'avoir accès au choix de la méthode qu'on souhaite.
Voilà, je vous apprendrai rien avec les questions de fermeture des centres IVG, les questions de fermeture de maternité aussi, auxquelles sont souvent adossés les centres de planification. Donc c'est le cas notamment dans les espaces ruraux. Les problématiques de manque de médecins. Tout ça, ce sont des signaux d'atteinte au droit à l'IVG. Mais c'est pas forcément spectaculaire. Voilà, il faut réussir à en faire une problématique collective et politique. C'est chacune qui va vivre ça de son côté, mais c'est au planning familial d'en faire une question. On a eu beaucoup de craintes au début de la crise sanitaire du Covid-19 que l'accès à l'IVG soit mis de côté face à d'autres urgences. Ça a peu été le cas, mais on sait que, et ça c'est lié à quelque chose sur lequel je reviendrai, à ce sentiment de culpabilité que peuvent avoir les femmes. Quand on les avait au téléphone sur le numéro vert, elles disaient oui, mais il y a plus urgent, il y a plus grave là en ce moment que mon accès à l'avortement. Même si je veux y avoir accès, mais en tout cas une espèce d'auto-frein à avoir accès à un droit juste et légitime. Dans ce qui fait que c'est fragile et menacé, aujourd'hui on a un discours vraiment très... on a un soutien politique très faible sur la question de l'avortement. Alors certes, on a gagné 2 semaines de délai. Emmanuel Macron avait marqué, en tout cas, que lui s'était exprimé sur le fait qu'il n'était pas spécialement favorable. Il n'a pas vraiment soutenu ce changement législatif. Sur les relations, par exemple, avec le ministère de la Santé, le planning familial, par exemple, n'a toujours pas été reçu par le ministre de la Santé, François Braun, alors qu'on est en plein dans des débats et des échanges et une mobilisation sur la constitutionnalisation du droit à l'IVG. Et justement, par rapport à cette constitutionnalisation, les perspectives, vous avez dû le comprendre, les perspectives ne sont pas très très encourageantes. Donc on s'était arrêté sur un mouvement là, de texte entre les 2 assemblées et avec des tentatives d'introduire des mots et des vocabulaires qui peuvent faire craindre pour le droit à l'avortement. Donc en fait, on sait aussi que porter le combat de la constitutionnalisation, c'est risqué. Il y a aussi des risques parce que voilà, l'idéal, ce serait une proposition, un projet de loi du gouvernement. Ce qui serait beaucoup moins bien, c'est un projet de loi avec un risque de s'exposer à un référendum, du coup, pour changer la Constitution. On sait que s'il y a un référendum, ça va être une tribune ouverte pour tous les anti-choix. On l'a déjà vécu au moment du mariage pour tous. Donc voilà, on doit manœuvrer dans les stratégies avec tous ces risques-là. Et au titre des fragilités, et j'ai commencé à l'évoquer, je voulais aussi parler de nos propres discours et de la manière dont on parle de l'avortement. Alors je dis un on, c'est un on général. Il est souvent question de drames, de choix difficiles. Nous, au planning, c'est pas forcément ce qu'on entend de ce que nous disent les femmes qui ont recours à l'avortement, quel que soit leur parcours de vie. Mais il y a cette musique, cette musique de fond que ça devrait presque être un drame, alors que c'est ça finalement, c'est ces discours-là culpabilisants qui rendent difficile le fait de recourir à l'IVG. C'est le sentiment de honte, de solitude, de ne pas oser partager cette expérience, une expérience par ailleurs largement répandue, puisque un tiers des femmes, au cours de leur vie, ont recours à l'avortement. Donc en fait, c'est un phénomène très, très large. En fait, c'est comme si ce droit, c'était une concession, c'est un droit exceptionnel. On a du mal à en parler comme d'un droit, un droit tout court, en fait, qu'on n'a
pas besoin de qualifier, on n'a pas besoin de se justifier d'y avoir recours. Alors, autre menace, et ça ne vous étonnera pas, c'est l'extrême droite et les attaques régulières du planning. En fait, c'est vraiment régulier. Là, il y a eu de la médiatisation ces derniers mois parce que nos camarades à Bordeaux ont eu leurs locaux attaqués 3 fois de suite en à peine un mois. Mais hélas, c'est quelque chose de régulier sur toute l'histoire du mouvement. Et malgré les discours et les postures, le planning n'est évidemment pas dupe de la réalité de l'idéologie des 89 députés du Rassemblement national. Et puis enfin, autre menace, ce sont les anti-choix. Donc on va préférer cette terminologie à la terminologie pro-vie, pour bien marquer qu'au planning familial et dans d'autres associations, nous ne sommes pas anti-vie, ce sont eux qui sont anti-choix. Et vraiment, ils sont aussi une menace, on l'a entendu avec l'intervention précédente, ils sont parvenus à leur fin aux États-Unis. Donc ils sont organisés, ils ont des moyens, c'est surtout des mouvements chrétiens, notamment catholiques, mais aussi évangéliques. Et en fait, sans volonté forte des États, c'est vraiment compliqué pour les associations féministes et de santé sexuelle de réagir, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes moyens financiers qu'eux. Vraiment, c'est incomparable. Et ce manque d'argent, c'est un réel souci dans la guerre de communication, d'image qu'on livre à ces mouvements anti-choix et qu'eux nous livrent aussi. Donc voilà, on l'avait déjà bien vécu il y a 10 ans pendant la période des débats autour du mariage pour tous et toutes qui a fait des torts aux personnes LGBT, mais aussi aux droits et à la santé sexuelle et reproductive de tous et toutes en travaillant les esprits sur les questions d'accès aux droits. Alors pourquoi c'est important de connaître l'histoire de l'avortement et de la lutte pour ce droit pour agir aujourd'hui? Alors je vais dire une évidence devant cette assemblée, surtout après les interventions que nous avons entendues. Mais évidemment, il n'y a pas de sens naturel de l'histoire vers l'émancipation, vers la liberté. Et entre autres droits, celui à disposer de son corps et à pouvoir avorter, il reste à conquérir. Voilà, on avance petit à petit, mais on a encore des combats à mener. Et puis surtout, on n'est jamais à l'abri de régression. Et je vous disais, il y a aussi la nécessité pour le planning de connaître sa propre histoire, notamment en termes de plaidoyer sur le droit à l'avortement. Au planning, on ne s'est pas toujours revendiqué du féminisme. On se l'est dit tout à l'heure, on n'a pas toujours défendu le droit à l'avortement, ce qui est même, si ce n'est opposé, en tout cas, le planning a été réticent ou pas très prompt à défendre le droit. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'au vu du climat actuel, cette réflexion, en fait, c'est aussi une réponse à celles et ceux qui pensent que le planning familial, c'était mieux avant. Ben non, pas forcément, c'était pas forcément mieux avant. C'est aussi une réponse à celles et ceux qui pensent que le planning devrait faire comme ci, ou devrait pas dire ça, ou devrait pas faire comme ça, ou devrait pas porter tel ou tel plaidoyer. En fait, on a vraiment l'impression, quand on y milite, qu'en plus des financeurs auxquels, de manière tout à fait juste et légitime, on doit rendre des comptes au sens propre comme au sens figuré, on sent qu'il y a une forte attente sociale de personnes qui observent le planning, qui attendent des choses du mouvement, qui sont déçus de nos positionnements, mais qui ne s'y engagent pas, ce qui est très questionnant, en tout cas de là où on est. Je ne sais pas si d'autres associations suscitent autant de commentaires, de réflexions, d'avis. En tout cas, moi, ce que je me dis, c'est qu'on n'est jamais assez nombreuses et nombreux pour défendre les droits à la santé sexuelle et reproductive, et que ce soit au planning familial ou ailleurs, vraiment, engageons-nous sur cette thématique. Ce que je peux vous dire, c'est que, en conclusion, c'est qu'au planning, on a vraiment besoin du regard des chercheurs et des chercheuses sur nous, en
complément, pour ne pas dire en contrepoids, justement de ces regards dont je parlais, de ces regards qui sont portés sur nous. On sait qu'au quotidien, on a un immense capital sympathie. Quand on dit, c'est très fréquent, quand on dit qu'on milite au planning, qu'on y investit, c'est très très fréquent qu'on nous dise « Ah, mais le planning, mais ça a changé ma vie, vraiment, merci ». Donc c'est très très gratifiant et remobilisant quand on est un peu découragé. Mais à l'opposé, donc dernièrement il y a eu des tribunes, des attaques qui contenaient des appels à désubventionner le planning familial. Il y en a eu plusieurs. En fait, on ne peut pas faire comme si on n'entendait pas ce que nous, on analyse comme des menaces sur le planning et aussi, par extension, sur le droit à l'avortement. Mais bon, ça, c'est notre analyse militante. Nous, ce dont on a besoin, c'est aussi qu'il y ait des regards scientifiques qui soient portés là sur ce qui se passe aujourd'hui en complément, nous, de l'analyse qu'on porte. Donc voilà, je fais vraiment un appel. On a besoin de vos travaux, de vos regards. Au-delà du planning, il me semble qu'il y a des échelons, enfin au-delà de cette histoire du planning et de cette actualité, il me semble qu'il y a des échelons et des moments qui me paraissent à étudier et à approfondir quant à l'histoire du mouvement. Donc j'en ai parlé, il y a l'histoire des associations départementales, il y a aussi le moment 1979, qui me paraît avoir été beaucoup plus uni que le moment 72-75. Mais je dis ça, c'est juste avec des traces, et voilà, ce serait super qu'on ait beaucoup plus de choses pour étayer ce ressenti. Je me dis aussi que, peut-être plus tard, il va y avoir de l'intérêt pour les mobilisations des années 1980-2020, même si de là où on est, on peut se dire c'est un peu moins, enfin ça peut nous paraître un peu moins sexy, alors que en fait ça a été aussi des décennies de conquête, et avec un contexte social plus ou moins favorable, un contexte européen et mondial très disparate, et notamment au regard de la montée en puissance des anti-choix. Là, vraiment, c'est une donnée qui change vraiment le contexte dans lequel on milite. Et justement, par rapport aux anti-choix, il me semble qu'en plus de la question des moyens financiers pour tenir le rapport de force avec ces mouvements, il y a aussi la question de l'autonomie face à l'État et au monde médical qu'on doit se poser. Donc j'ai bu du petit lait en entendant les interventions précédentes, notamment sur les pratiques professionnelles, les pratiques profanes. Pour l'instant, par exemple, la solidarité internationale, elle se joue notamment à travers la question des voyages pour avorter dans des pays ou dans des États où c'est possible. Mais en tout cas, de là où je suis, j'entends pas, mais peut-être que vous entendez parler d'une appropriation, d'une réappropriation des savoirs et de pratiques d'avortement par nous-mêmes et par et pour les concernés. Donc à suivre. Voilà, je trouve que là on est dans un contexte où la question elle se pose peut-être moins en France parce qu'on est plutôt dans une dynamique où on continue la conquête de ce droit, mais tout près de chez nous, en Andorre, à Monaco, il n'y a vraiment pas besoin d'aller très loin. On sait que les femmes viennent avorter en France, que des Françaises font des voyages pour aller avorter en Hollande, en Espagne, que des Italiennes viennent avorter en France. Tout ça, c'est coûteux. C'est vraiment coûteux, c'est pas simple à organiser dans sa vie. Donc voilà, là voilà, comme je vous disais, je trouve qu'on n'a pas un soutien très très fort de l'État là aujourd'hui. Je pense que c'est une question qui se pose et qui va se poser de plus en plus fort.
Je voudrais aussi parler de l'importance du vocabulaire, et j'ai déjà évoqué la manière dont on parle de l'avortement. Ça c'est moi, c'est très personnel, mais je suis pas du tout à l'aise avec se faire avorter. Voilà, je préfère dire avoir accès à l'avortement, bénéficier d'un avortement, accéder à l'IVG. Je me sens plus à l'aise parce que je trouve que c'est plus, en tout cas, plus positif, et aussi on est plus actrice de cet accès à la santé. Aussi, est-ce qu'on parle d'IVG ou est-ce qu'on parle d'avortement? Moi, je vais être plus encline à parler d'avortement. Pour moi, l'IVG, c'est les termes de la loi avec les restrictions qu'on connaît. Et ça recouvre beaucoup moins de choses que l'avortement, qui me paraît être plus large. Mais voilà, ça dépend de quoi on parle en fait. Mais quand on parle d'IVG, d'avortement, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on ne parle pas forcément de la même chose. Pour moi, ça m'apparaît nécessaire de défendre l'ensemble des droits à la santé sexuelle et reproductive d'un seul bloc, et pour tous et toutes. Nos vies, elles sont complexes, on n'est pas compartimenté, on n'est pas scindé, on n'est pas tantôt exposé à des violences, on n'est pas tantôt en quête de contraception, enfin de la contraception qui nous convient, tantôt avec des difficultés à avoir accès à un dépistage d'IST, tantôt à souffrir de LGBTQI-phobie. En fait, on est tout ça, parfois en même temps dans nos vies, donc quand ça arrive, c'est des périodes fatigantes, mais vraiment c'est ça aussi nos réalités de vie. Et on a vu l'évolution du discours du planning qui, dans ses premières années, vraiment faisait une séparation claire et nette entre contraception et avortement, pour finalement revenir sur ce positionnement et à partir de 1973 articuler ces deux droits comme allant l'un avec l'autre. Et aujourd'hui, quand on voit les paniques morales qui sont organisées par les anti-choix, notamment par rapport aux personnes trans, on sait qu'en fait, c'est des préparations de l'opinion publique pour ensuite attaquer le droit à l'avortement. Donc c'est vraiment pour ça que c'est indispensable de défendre d'un bloc et d'un seul tenant l'ensemble des droits à la santé sexuelle et reproductive. Et pour finir, moi j'ai le souhait que le développement de la production de travaux scientifiques, vraiment il se passe beaucoup de choses sur la thématique de l'histoire et de la sociologie du droit à l'avortement. Donc le développement de la production de documentaires, d'œuvres de fiction, donc, comme Annie Colère. Puis là on est dans le moment, là on démarre le moment des 50 ans du MLAC et des mobilisations pour l'avortement libre. J'espère que tout ça va permettre de remettre en cause l'habitude médiatique de symboliser la conquête de l'avortement à travers la figure et les discours de Simone Veil, dont je ne minimise pas l'engagement et l'implication et le rôle qu'elle a eu. L'avortement, c'est une question collective. Vraiment, parlons-en, collectivisons nos expériences, ne restons pas seuls, isolés, en se sentant coupables d'avoir eu un accident de contraception. Il y a un tiers des avortements aujourd'hui en France qui sont le résultat. Les personnes étaient contraceptées. Bah ouais, mais ça ne marche pas toujours. Hein. On a un corps et on fait de son mieux, et parfois le corps ou l'esprit fait autrement que ce qu'on aurait. Donc vraiment, c'est une question et une lutte collective. Simone Veil, elle fait partie du paysage de la lutte pour le droit à l'avortement, et elle n'était pas la seule à l'avoir défendu, et aujourd'hui nous sommes en collectif pour le défendre, et pourtant le fait que l'avortement soit un problème individuel, c'est ce que ressentent beaucoup de femmes, beaucoup de personnes qui souhaitent y avoir accès. Et donc pour conclure, je voulais remercier l'association Mnemosyne pour le choix d'illustration. C'est super d'avoir mis une manif et puis cette image collective sur cette question de l'histoire du droit à l'avortement. Voilà, merci à vous.